Mes parents m'ont banni de Noël, me jugeant trop gênante pour la riche belle famille de ma sœur. Mais la situation s'est renversée quand ces élites ont vu ma photo et ont crié mon nom en me reconnaissant. Je m'appelle Célia Moreau et j'ai 28 ans. Je viens de surprendre ma mère en train de dire à ma tante que j'étais embarrassante et socialement maladroite alors qu'elle préparait les arrangements floraux pour la fête de fiançailles de ma sœur. Elle ne savait pas que je me tenais juste de l'autre côté de la porte de la cuisine, tenant les flûtes à champagne qu'elle m'avait demandé d'aller chercher. Apparemment, me voir interagir avec les gens, c'est comme assister à un accident de voiture au ralenti. J'ai posé les verres en silence et je suis remonté dans ma chambre d'enfant, la même que j'occupais depuis 3 mois, depuis que j'étais revenu vivre à la maison, la même chambre où j'avais passé d'innombrables nuits à me demander pourquoi je ne semblais jamais trouver ma place nulle part. Surtout dans ma propre famille. Le fait est qu'elles n'ont pas entièrement tort sur le côté maladroit. J'ai toujours été l'exception dans la maison des Moreau. En grandissant, j'étais l'enfant qui renversait des choses lors des dîners, qui bégayait en parlant avec les amis de mes parents, qui préférait lire des journaux financiers comme Les Échos plutôt que de regarder la télé-réalité avec ma sœur Éléonore. Tandis qu'Éléonore rayonnait lors des rassemblements sociaux, je semblais absorber toute la lumière de chaque pièce où j'entrais. Mes parents n'ont jamais vraiment su quoi faire de moi. Papa présentait Éléonore comme notre papillon social et moi comme notre autre fille. Maman soupirait chaque fois que je déclinais des invitations à des événements du club de golf, disant que j'étais trop sérieuse pour mon propre bien. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que derrière tout ce silence et cette supposée maladresse, j'avais développé quelque chose de bien plus précieux que des compétences sociales. J'avais appris à observer, à analyser, à voir des schémas que les autres manquaient. Pendant qu'Éléonore perfectionnait sa conversation de salon, j'apprenais en autodidacte la modélisation financière avancée. Pendant qu'elle organisait des événements pour le bureau des étudiants, je créais une entreprise de conseil depuis ma chambre d'étudiante. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lors des réunions de famille. Ce qui importait, c'était qu'Éléonore pouvait faire rire leurs amis tandis que je les mettais mal à l'aise avec ma franchise. Éléonore savait exactement quoi dire lors des déjeuners de charité, tandis que je posais des questions dérangeantes sur la destination réelle de l'argent. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que je serais toujours la déception. J'avais 15 ans et nous étions à la fête de Noël annuelle des Dubois. Éléonore, à seulement 13 ans, charmait sans effort un groupe d'adultes avec une histoire sur son moniteur de tennis. Pendant ce temps, j'étais seul près de la table des desserts, ayant accidentellement offensé Madame Patureau en soulignant que son opportunité d'investissement exclusive ressemblait étrangement à un système pyramidal. Papa m'a trouvé là et m'a dit, « Célia, ne peux-tu pas juste essayer d'être normale ? » Pour une fois, normale. Comme si être intelligente était un défaut de caractère que je pouvais simplement choisir de surmonter. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si je ne pouvais pas être la fille qu'il voulait que je sois, je deviendrais quelqu'un qu'il ne pourrait ignorer. Je n'avais simplement aucune idée que cela prendrait 13 ans et une identité complètement distincte pour y parvenir. La fête de fiançailles battait son plein en bas. Je pouvais entendre le rire d'Éléonore se mêler au tintement des verres et au murmure des félicitations. Dans environ 1 heure, elle annoncerait ses fiançailles avec Nicolas Chevalier, héritier de l'une des familles les plus en vue de la région. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que 8 mois plus tôt, j'avais sauvé la famille de Nicolas de la ruine financière complète. Chapitre 2. L'annonce des fiançailles d'Éléonore s'est déroulée exactement comme prévu. Elle se tenait sur l'escalier en marbre du hall d'entrée de notre maison familiale, radieuse dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Tandis que Nicolas passait son bras autour de sa taille avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Nous sommes si heureux de partager notre nouvelle avec vous tous, rayonnait Éléonore, sa bague de fiançailles captant la lumière du lustre en cristal. Nicolas m'a demandé en mariage le week-end dernier dans le domaine familial de l'île de Ré. La foule a éclaté en applaudissements. Je regardais depuis le fond de la pièce, notant à quel point tout semblait parfaitement chorégraphié. Éléonore avait toujours été douée pour créer des moments qui semblaient sortis d'un magazine. Les parents de Nicolas, Marguerite et Charles Chevalier, se tenaient près du devant, rayonnant de cette fierté qui vient de la conclusion d'une alliance avantageuse. Marguerite portait des perles qui avaient probablement été transmises de génération en génération, tandis que Charles avait l'allure d'un homme habitué à ce que ses opinions comptent. Le mariage aura lieu à Noël prochain, a poursuivi Éléonore, un thème de féerie hivernale au domaine des Chevaliers. Plus d'applaudissements, plus de félicitations. Je me suis surprise à analyser la réaction de la foule,
notant qu'il semblait sincèrement heureux par rapport à ceux qui se contentaient de jouer les réponses sociales appropriées, une habitude qui me faisait probablement paraître encore plus antisociale. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Célia. Maman est apparue à côté de moi, son sourire éclatant mais sa voix basse. Viens dire bonjour aux chevaliers comme il se doit. Ils vont faire partie de la famille maintenant. Je l'ai suivi à travers la foule, observant Marguerite et Charles de plus près à mesure que nous approchions. Marguerite avait ce genre d'élégance discrète qui témoignait d'une richesse générationnelle, tandis que Charles se comportait avec l'autorité de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, était quelque chose que d'autres auraient pu manquer. Malgré leur apparence soignée, ils avaient tous les deux la posture légèrement tendue de personnes sous pression. La poignée de main de Charles était ferme, mais sa paume était moite. Le sourire de Marguerite était parfait, mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Monsieur et Madame Chevalier », dit chaleureusement maman. « Je voudrais vous présenter notre plus jeune fille, Célia. »« Enchantée de vous rencontrer », dit Marguerite en tendant une main manucurée. « Éléonore nous parle souvent de vous. » J'en doutais sérieusement, mais j'ai réussi un sourire poli. « Félicitations pour les fiançailles. Vous devez être très heureux. »« Comblé », répondit Charles, bien que quelque chose ait traversé son expression en le disant. Le bonheur de Nicolas est notre priorité. Alors que nous bavardions sur les préparatifs du mariage et les mérites des cérémonies d'hiver, je me suis surprise à cataloguer les détails. La façon dont les yeux de Charles se dartaient vers le bar plus fréquemment que ne le suggérerait une consommation sociale. Comment la main de Marguerite tremblait presque imperceptiblement lorsqu'elle mentionnait le domaine où se tiendrait la réception. C'étaient les signes subtils de personnes sous pression financière. J'étais bien placé pour le savoir. J'avais passé la dernière décennie à apprendre à les lire. Eh bien, nous devrions vous laisser retourner à vos invités, dis-je après quelques minutes de politesse. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu Marguerite dire à ma mère, « Éléonore est absolument radieuse. Nicolas a tellement de chance. » Nous pensons la même chose de Nicolas, répondit maman. Le nom Chevalier a un tel poids dans nos cercles. Le nom Chevalier. Si seulement elle savait à quel point ce nom avait failli ne plus rien signifier du tout. Chapitre 3. Les semaines qui ont suivi les fiançailles d'Éléonore ont été un tourbillon de planification de mariage et d'obligations sociales que j'ai réussi à éviter avec une créativité croissante. Tandis qu'Éléonore et maman se plongeaient dans le choix des lieux et les essayages de robes, je maintenais ma routine de jogging matinal, de sessions de travail l'après-midi et de solitude le soir. Mon entreprise de conseil avait connu une croissance régulière au cours des dernières années, me permettant de travailler à distance et de maintenir un anonymat soigneusement cultivé. La plupart de mes clients me connaissaient uniquement sous le nom de C. Moreau, une stratège financière spécialisée dans la gestion de crise et la restructuration. Je préférais que ce soit ainsi, propre, professionnel, détaché. Éléonore m'a trouvé dans le jardin un samedi après-midi où je lisais des rapports trimestriels pendant qu'elle s'entraînait à prendre des pauses de mariage pour son fil Instagram. « Mon Dieu, Célia, peux-tu être plus antisociale » dit-elle en baissant son téléphone. « Maman veut que nous allions faire les boutiques pour la robe demain. Et tu as déjà trouvé 3 excuses pour ne pas venir. » « J'ai du travail » répondis-je sans lever les yeux de mes documents. « Du travail ?» Elle rit, s'installant sur le banc à côté de moi. « Ton petit truc de conseil n'est pas exactement une vraie carrière, tu sais. C'est plus comme un hobby qui rapporte. » J'ai marqué ma page dans le rapport et les regardé. Éléonore avait hérité de la beauté de notre mère et du charme de notre père, une combinaison qui lui avait ouvert des portes depuis l'enfance. Ce qu'elle n'avait pas hérité, c'était une quelconque compréhension de ce à quoi ressemblait le vrai travail. Mon petit truc de conseil rapporte plus en un mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an, dis-je d'un ton neutre. Bien sûr que oui. Elle leva les yeux au ciel. Écoute, je sais que tu es jalouse à propos des fiançailles, mais tu n'as pas besoin de te comporter en ermite pour autant. Nicolas a des amis, tu sais. On pourrait arranger un rendez-vous avec quelqu'un. Jalouse. L'hypothèse était si prévisible que c'en était presque amusant. Je ne suis pas jalouse, Éléonore. Je suis occupée. Avec quoi? Lire ces trucs financiers ennuyeux. Elle désigna mes rapports avec dégoût. C'est quand la dernière fois que tu es sorti avec quelqu'un, que tu es allé à une fête ou que tu as fait quelque chose qui n'impliquait pas des feuilles de calcul?
J'ai fermé le rapport et étudié le visage de ma sœur. Éléonore croyait sincèrement que tout le monde voulait ce qu'elle avait. L'attention, le statut social, la romance parfaite avec un homme bien connecté. La possibilité que quelqu'un puisse vouloir quelque chose de complètement différent était au-delà de sa compréhension. Je suis heureuse pour toi, dis-je finalement. Le mariage sera magnifique. Et Nicolas semble être un bon parti. Son expression s'adoucit légèrement. Il l'est, et sa famille est incroyable. Ils ont ce domaine incroyable, et Charles a tellement de succès. Savais-tu qu'ils possèdent 3 entreprises? En fait, je savais qu'ils en possédaient 5, dont 3 étaient au bord de la faillite il y a 6 mois. Mais j'ai simplement hoché la tête poliment. Marguerite a été si accueillante aussi, a poursuivi Éléonore. Elle parle déjà de me faire rejoindre le conseil d'administration de l'hôpital et la Fondation pour les Arts. J'aurai enfin la plateforme que j'ai toujours voulu. Une plateforme construite sur une fortune que j'avais sauvée, bien qu'Éléonore ne le sache jamais. Ça a l'air parfait pour toi, dis-je, sincèrement. Éléonore s'épanouissait dans la reconnaissance sociale, et des causes significatives lui donnaient un but au-delà de son propre bonheur. Tu devrais vraiment venir choisir la robe avec nous, dit-elle en se levant et en lissant son jean de créateur. Maman pense que tu es déprimé ou quelque chose comme ça. Elle s'inquiète pour toi. Je ne suis pas déprimé. Je ne suis juste pas particulièrement sociable. C'est la même chose. Elle haussa les épaules. Mais sérieusement, essaie de faire un effort. D'accord? Les chevaliers sont des gens importants, et les premières impressions comptent. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé qu'Éléonore avait involontairement identifié le problème exact. Pour notre famille, je serai toujours un handicap en matière de première impression, trop sérieuse, trop directe, trop mal à l'aise avec les aspects performatifs de leur monde social. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'est que j'avais déjà fait ma première impression auprès des chevaliers. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Chapitre 4. La conversation qui a tout changé a eu lieu un mardi soir de novembre. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé et de réviser des contrats pour un nouveau client quand j'ai entendu des voix venant de la salle à manger. Maman et papa recevaient les chevaliers à dîner, ainsi qu'Éléonore et Nicolas. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais la voix de Marguerite Chevalier résonnait clairement à travers la porte ouverte. Nous sommes si excités pour le mariage de Noël, disait-elle. Notre famille dîne toujours au domaine la veille de Noël. C'est devenu une véritable tradition au fil des ans. C'est merveilleux, répondit maman. Nous devrons coordonner notre propre réunion de famille autour de ça. En fait, intervint papa, et je pouvais entendre la diplomatie prudente dans sa voix, nous espérions passer Noël avec nos 2 filles cette année. Il a été difficile de trouver un moment où les emplois du temps de tout le monde s'alignent. Il y eut une pause, et je me suis rapproché de l'embrasure de la porte. Les 2 filles, demanda Charles, sont-on neutres mais curieux? La sœur cadette d'Éléonore, Célia, expliqua rapidement maman. Elle a tendance à être plutôt timide lors des rassemblements sociaux. Une autre pause. Je pouvais presque sentir les rouages tourner dans l'esprit de Marguerite. Peut-être serait-il préférable de garder le dîner de Noël intime cette première année, dit-elle diplomatiquement. Juste la famille immédiate pendant que tout le monde fait connaissance. Mon père se racla la gorge. Bien sûr, nous comprenons tout à fait. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées. Exactement. Je pouvais entendre le soulagement dans la voix de maman. Célia a tendance à être un peu écrasante dans les situations sociales. Elle pose trop de questions et ne comprend pas vraiment les codes sociaux. Le rire d'Éléonore tintinabula dans le silence. Elle est juste très intense à propos de tout. La semaine dernière, elle a passé tout un dîner à expliquer pourquoi la stratégie d'investissement de quelqu'un était défectueuse. C'était si embarrassant. Elle part d'une bonne intention, ajouta papa, bien que son ton suggéra qu'il était d'accord avec leur évaluation. Elle n'est juste pas particulièrement raffinée dans ses interactions sociales. La voix de Marguerite était douce mais ferme lorsqu'elle répondit. Je pense qu'il est sage d'être prudent. Le dîner de Noël des chevaliers est assez formel et plusieurs associés d'affaires seront présents. Étant donné ce que vous avez décrit, il pourrait être plus confortable pour tout le monde si Célia célébrait peut-être séparément cette année. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non seulement exclu, mais délibérément exclu parce qu'ils me trouvaient embarrassante.
Vous avez absolument raison, dit maman, et je pouvais entendre la honte dans sa voix. Nous aurions dû y penser nous-mêmes. Célia comprendra. Le ferai-je? J'ai posé ma tasse de thé avec des mains tremblantes. Elle a toujours été différente, ajouta Éléonore, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait pour se positionner comme la sœur raisonnable. Même quand nous étions enfants, elle ne s'intégrait jamais vraiment à nos groupes d'amis. Elle est juste maladroite, vous savez. Certaines personnes sont naturellement plus introverties, offrit diplomatiquement Nicolas, bien que son ton suggéra qu'il était simplement poli. Ce n'est pas seulement de l'introversion, dit papa, et ces mots suivants se sont gravés dans ma mémoire. Célia a toujours été un défi. Elle ne comprend pas que parfois, il faut juste suivre le mouvement pour le bien de l'harmonie. Elle analyse tout à outrance et met les gens mal à l'aise. L'important est qu'Éléonore s'intégrera à merveille dans notre famille, dit chaleureusement Marguerite. Elle a une grâce et une compréhension si naturelle de la manière de gérer ces situations sociales. Je suis resté figé dans la cuisine, le thé refroidissant dans ma tasse abandonnée, écoutant ma famille cataloguer systématiquement toutes les raisons pour lesquelles j'étais inapte à la consommation publique. La cruauté désinvolte de tout cela m'a coupé le souffle. Alors, nous sommes d'accord, dit Charles, sa voix portant la finalité de quelqu'un habitué à prendre des décisions. Le dîner de la veille de Noël sera réservé à la famille immédiate. Éléonore, Nicolas et les parents. Propre et simple. Parfait, dit maman, le soulagement évident dans son ton. Célia préférera probablement passer Noël tranquillement de toute façon. Elle n'est pas vraiment du genre à aimer les grandes célébrations. Ils avaient décidé de mes préférences pour moi, en se basant entièrement sur leur propre inconfort face à qui j'étais. Alors que leur conversation passait au lieu de mariage et aux options de traiteur, je suis monté tranquillement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de l'humiliation pure d'être si complètement rejeté par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans 6 mois, leur parfait dîner de Noël allait prendre une tournure très intéressante. Chapitre 5. La veille de Noël est arrivée avec le genre de chute de neige parfaite qu'Éléonore avait rêvé pour son mariage d'hiver. De la fenêtre de ma chambre, je les regardais, ainsi que nos parents, partir dans la Mercedes de papa, en direction du domaine des Chevaliers pour leur dîner de famille intime. J'avais passé la matinée à faire semblant que leur départ ne m'affectait pas, préparant un petit déjeuner pour une personne et m'installant avec un livre que je voulais lire depuis des mois. La maison semblait caverneusement vide sans leur bavardage et leur agitation de dernière minute. Le soir venu, j'étais recroquevillé sur le canapé du salon en pyjama avec une tasse de chocolat chaud, regardant de vieux films et essayant de me convaincre que c'était exactement comme ça que je voulais passer Noël. Paisible, calme, sans obligation de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Mon téléphone vibrait de temps en temps avec des photos d'Éléonore, la salle à manger richement décorée, sa tenue posant avec Nicolas à côté d'un énorme sapin de Noël, des clichés artistiques de verre en cristal et d'assiettes à bordure dorée. Elle était radieuse, parfaitement à l'aise dans le monde de luxe discret des chevaliers. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Éléonore appartenait à ce monde d'une manière que je ne pourrais jamais, et la voir prendre sa place me semblait juste, même si cela signifiait accepter ma propre exclusion. Vers 21h, j'ai décidé de m'offrir quelque chose que je gardais pour une occasion spéciale. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le classeur verrouillé où je gardais mes documents les plus importants. Enfoui sous des papiers d'assurance et des relevés de placement se trouvait un dossier marqué CNB Entreprises, la société écran que j'utilisais pour mes missions de conseil les plus sensibles. À l'intérieur se trouvait un contrat daté de 8 mois plus tôt, signé par Charles Chevalier au nom de Chevalier Holdings. Les honoraires de conseil à eux seuls auraient remboursé 2 fois mes prêts étudiants, mais plus important encore, ils représentaient le moment où j'avais sauvé de la ruine financière complète l'une des familles les plus en vue de la région. Je me suis versé un verre de vin et me suis réinstallé sur le canapé avec le contrat, me permettant de me souvenir exactement comment tout s'était déroulé. Le premier contact était venu par mes canaux habituels, une recommandation d'un autre client qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Charles Chevalier avait besoin d'un consultant financier capable de travailler rapidement et discrètement sur ce qu'il décrivait comme un défi de liquidité temporaire. Quand j'ai examiné leur situation, j'ai découvert que c'était bien plus qu'un défi temporaire. Chevalier Holdings perdait de l'argent à cause d'une série d'investissements désastreux et de changements de marché. Ils étaient confrontés à la faillite dans les 60 jours, ce qui aurait non seulement détruit la fortune familiale, mais aussi décimé l'économie locale où ils employaient des centaines de personnes.
La solution nécessitait plus qu'une simple restructuration financière. Il fallait une injection de capital, des partenariats stratégiques et une refonte complète de leur portefeuille d'investissement. Après 2 semaines d'analyse sans sommeil, j'ai présenté à Charles un plan de redressement complet qui pourrait sauver l'entreprise, mais seulement s'il pouvait trouver un investisseur important prêt à prendre un risque substantiel. C'est alors que j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai proposé de fournir l'injection de capital nécessaire moi-même, devenant un partenaire silencieux en échange d'une participation substantielle dans l'entreprise restructurée. Charles avait été stupéfait lorsque j'ai fait la proposition. Mes honoraires de conseil à eux seuls suggéraient que j'avais du succès, mais offrir d'investir des millions d'euros dans son entreprise en difficulté impliquait un niveau de richesse auquel il ne s'attendait pas de la part d'un consultant opérant dans l'anonymat. La vérité, c'est que j'avais eu de la chance d'une manière que ma famille n'a jamais su. L'héritage inattendu de ma grand-mère à mes 25 ans, combiné à plusieurs investissements bien placés dans des startups technologiques pendant mes études, m'avait donné une liberté financière que même moi, j'avais parfois du mal à croire. Pendant que ma famille supposait que je joignais à peine les 2 bouts avec ma petite entreprise de conseil, j'avais discrètement constitué un portefeuille qui m'offrait une indépendance dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. C'est extrêmement généreux, avait-il dit lors de notre dernière réunion. Êtes-vous certaine de vouloir prendre ce niveau de risque? J'ai fait mes devoirs, avais-je simplement répondu. Avec les bons changements, Chevalier Holdings non seulement se redressera, mais prospérera. Considérez cela comme un investissement dans un potentiel avéré. L'accord de partenariat était structuré de manière à garder ma vie personnelle complètement séparée des opérations de l'entreprise. Je resterai un partenaire silencieux, Charles conservant le contrôle opérationnel total tout en mettant en œuvre les changements stratégiques que nous avions développés ensemble. Il connaissait mon identité professionnelle en tant que C.E. Moreau, mais n'avait aucune raison de faire le lien avec la famille Moreau qu'il allait bientôt rejoindre par le mariage. 9 mois plus tard, Chevalier Holdings était non seulement solvable, mais affichait des bénéfices records. Charles avait pu maintenir le statut social de la famille, poursuivre leurs activités philanthropiques et fournir à Nicolas le genre d'héritage qui faisait de lui un parti attractif. Tout cela grâce à un consultant nommé C.E. Moreau, dont il n'avait jamais soupçonné le lien avec la famille de sa future belle-fille, et qu'il n'aurait certainement jamais imaginé être la sœur embarrassante de la fiancée de Nicolas. J'ai fermé le dossier du contrat et l'ai remis dans le classeur, pensant à l'ironie cosmique de ma situation. La même famille qui me considérait trop maladroite socialement pour leur dîner de Noël devait sa survie à mon intervention financière. Demain, je redeviendrai la fille décevante qui ne comprenait pas les dynamiques sociales. Mais ce soir, je me suis permis de me sentir satisfaite, sachant que j'avais le pouvoir de changer leur vie, même s'ils ne le reconnaîtraient jamais. Le matin de Noël a apporté de la neige fraîche et un texto d'Éléonore, « J'espère que tu passes un bon Noël tranquille. » Le dîner d'hier soir était incroyable. Les chevaliers sont des gens si merveilleux. J'ai souri en tapant ma réponse, contente que tu aies passé un bon moment. Ce sont certainement des gens intéressants. Si seulement elle savait à quel point ils étaient intéressants. Chapitre 6. Les mois qui ont suivi Noël se sont écoulés dans un flou de préparatifs de mariage et de distance soigneusement entretenus. Éléonore s'est lancée dans l'organisation avec une intensité habituellement réservée aux campagnes militaires, tandis que je continuais mon travail de conseil et comptais les jours jusqu'à ce que je puisse quitter la maison familiale. J'avais trouvé un appartement parfait en centre-ville, un 2 pièces moderne avec des baies vitrées et assez d'espace pour un vrai bureau à domicile. Le bail commencerait en mars, me donnant le temps de terminer plusieurs projets majeurs et de gonfler encore plus mon compte d'épargne. Ma famille semblait soulagée que je déménage, bien qu'ils aient présenté cela comme un besoin d'indépendance de ma part plutôt que de reconnaître que ma présence était devenue une source de tension continue pour eux. Ce sera bon pour toi de sortir et de rencontrer des gens de ton âge, a dit maman en m'aidant à emballer des livres. Peut-être que tu trouveras même quelqu'un de spécial une fois que tu ne seras plus enfoui sous ces rapports financiers tout le temps. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que je n'avais aucun intérêt à sortir, ou que mes rapports financiers finançaient actuellement le style de vie de ses futurs beaux-parents. Certaines conversations ne valaient pas la peine d'être eues. Éléonore était en plein préparatif finaux du mariage, se transformant de ma sœur parfois inconsidérée en une véritable bridezilla. Tout devait être parfait pour sa cérémonie de la veille de Noël, de la nuance exacte de blanc de sa robe à la variété spécifique de rose pour son bouquet. Je veux que ça ressemble à un conte de fées, a-t-elle expliqué lors d'une de ses sessions de planification à la table de la cuisine. Marguerite dit que le domaine est magique en hiver, surtout avec la neige.
Je n'écoutais qu'à moitié en consultant les emails de mes clients, mais quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Marguerite a été très impliquée dans l'organisation, ai-je demandé. Oh, oui. Elle a un goût merveilleux et elle connaît tous les meilleurs prestataires. Le visage d'Éléonore rayonnait d'excitation. Elle a déjà commencé à me présenter aux gens du conseil d'administration de l'hôpital. Je vais déjeuner avec la femme du président la semaine prochaine. La transformation était remarquable. Éléonore avait trouvé sa vocation en tant que femme de la haute société, et elle s'épanouissait comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Malgré tout, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Ce que je trouvais plus intéressant, c'était d'observer la dynamique de la famille Chevalier depuis ma position unique d'initié et d'étrangère. Grâce à ma relation d'affaires avec Charles, j'avais appris qu'il était en fait un penseur réfléchi et stratégique qui avait simplement été pris au dépourvu par les changements du marché. Marguerite, d'après ce que partageait Éléonore, semblait être une femme qui savait exactement comment naviguer dans les hiérarchies sociales tout en maintenant une chaleur authentique. L'ironie ne m'échappait pas, c'étaient des gens avec qui j'aurais pu vraiment apprécier de parler dans d'autres circonstances. Notre conversation au dîner il y a des mois aurait pu être très différente s'ils avaient su qui j'étais vraiment, mais c'était là toute la beauté de la séparation. Je pouvais les aider à reconstruire leur empire pendant qu'ils continuaient à me voir comme la sœur maladroite d'Éléonore qui posait trop de questions lors des fêtes. Charles savait qu'il travaillait avec ces Moreau. Mais Moreau était un nom de famille si courant qu'il n'avait jamais fait le lien avec les futurs beaux-parents de son fils. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, apportant un temps plus doux et un sentiment de renouveau. Mon appartement était tout ce que j'avais espéré, calme, organisé et entièrement à moi. Pour la première fois depuis l'université, j'avais l'espace pour travailler sans interruption familiale et la liberté d'établir mon propre emploi du temps. Le mariage d'Éléonore était encore dans 8 mois, mais la planification avait atteint son paroxysme. Elle avait assemblé des classeurs remplis d'informations sur les fournisseurs, d'échantillons de tissus et de photographies de lieux qu'elle consultait avec le dévouement d'une étudiante de 3e cycle rédigeant sa thèse. « Je crois que j'ai enfin trouvé les fleurs parfaites », a-t-elle annoncé lors d'une de mes visites à la maison. Marguerite connaît ce fleuriste incroyable qui a fait le mariage de la fille du préfet l'année dernière. Ça a l'air parfait, ai-je répondu, sincèrement. Tu vas adorer la cérémonie, a-t-elle poursuivi, le visage illuminé d'excitation. Ça va être absolument magique. Tout le domaine sera décoré, et Charles fait installer un éclairage spécial dans les jardins. Alors qu'elle décrivait sa vision du mariage de Noël parfait, je me suis demandé à quoi ressemblerait le Noël prochain. Le passerai-je à nouveau seul, ou aurais-je enfin construit la vie que je voulais vraiment? Ce que je ne réalisais pas, c'est que le Noël prochain serait en effet magique, mais pas de la manière dont nous l'attendions tous. L'appel téléphonique qui allait tout changer était encore à 6 mois de là. Mais les fondations étaient déjà en place. L'empire chevalier que j'avais sauvé se renforçait de jour en jour, et mon rôle dans leur succès était sur le point de devenir impossible à ignorer. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens découvrir qui vous êtes vraiment. L'appel qui a tout changé est arrivé un matin d'octobre frais, alors que j'examinais les rapports trimestriels de 3 clients différents. Je m'étais magnifiquement installé dans ma routine d'appartement au cours des 6 derniers mois. Café du matin en parcourant les nouvelles financières, appel client de 9h à midi, déjeuner à mon bureau en révisant les analyses de marché, et après-midi consacré à la planification stratégique et à la recherche. Mademoiselle Moreau, la voix était professionnelle mais urgente. Ici Jennifer Walsh de Chevalier Holdings. Monsieur Chevalier aimerait programmer une consultation d'urgence si vous êtes disponible. J'ai posé ma tasse de café, immédiatement concentré. En 8 mois depuis que nous avions terminé la restructuration de l'entreprise, Charles ne m'avait contacté que 2 fois. Les 2 fois pour des ajustements stratégiques mineurs qui auraient pu attendre des semaines. Les consultations d'urgence n'étaient pas son style. Quelle est la nature de l'urgence, ai-je demandé, ouvrant déjà mon ordinateur portable pour consulter leur dernier rapport financier. Je ne suis pas entièrement sur des détails, a admis Jennifer. Mais il a mentionné quelque chose à propos d'une opportunité d'acquisition potentielle avec un calendrier très serré. Il a dit de vous dire que cela concerne l'expansion de notre portefeuille d'activités durables. Il pensait que vous comprendriez ce que cela signifiait. Je comprenais. 6 mois plus tôt, j'avais recommandé à Chevalier Holdings de se diversifier dans l'énergie durable et la fabrication éco-responsable. Charles avait été intéressé mais prudent, préférant stabiliser leurs opérations actuelles avant de s'étendre.
S'il appelait au sujet d'acquisition maintenant, quelque chose d'important avait changé. Je peux être là jeudi matin, ai-je dit à Jennifer en vérifiant mon calendrier. Prévoyez 2 heures et demandez à Monsieur Chevalier de préparer les états financiers actuels des entreprises qu'ils envisagent. Après avoir raccroché, je me suis penché en arrière sur ma chaise de bureau et j'ai considéré le timing. Le mariage d'Éléonore était dans exactement 2 mois. La famille Chevalier était vraisemblablement concentrée sur les derniers préparatifs, les listes d'invités et les dizaines de détails nécessaires à l'organisation d'un mariage mondain. Que Charles poursuive des opportunités commerciales majeures pendant cette période suggérait soit des circonstances exceptionnelles, soit une confiance exceptionnelle dans la stabilité actuelle de son entreprise, probablement les deux. Étant donné que le récent rapport trimestriel montrait des bénéfices dépassant les prévisions de près de 30%. Le jeudi matin est arrivé gris et bruineux, le genre de temps qui me rendait reconnaissante pour ma fiable Peugeot 208 et mon imperméable pratique. J'ai conduit jusqu'au siège de Chevalier Holdings en centre-ville, un bâtiment que je n'avais jamais visité, bien que j'aie sauvé l'entreprise qui occupait ses 3 derniers étages. Le hall était impressionnant, avec des sols en marbre, des œuvres d'art contemporain et ce genre d'élégance discrète qui parlait de vieilles fortunes modernisées avec goût. J'ai donné mon nom à la réceptionniste, qui m'a dirigé vers l'ascenseur de la direction avec la déférence réservée aux visiteurs importants. Le bureau de Charles Chevalier occupait un coin du dernier étage du bâtiment, avec des fenêtres offrant une vue imprenable sur la ville et le port. Lorsque son assistante m'a fait entrer, je l'ai trouvé debout près de ses fenêtres, les mains jointes dans le dos, ayant tout l'air de l'homme d'affaires prospère qui avait bâti un empire grâce à une stratégie minutieuse et des risques calculés. Il s'est tourné à mon entrée, et son visage s'est éclairé du genre de sourire sincère dont je me souvenais de nos précédentes réunions. Charles m'avait toujours traité avec un respect professionnel plutôt qu'avec la condescendance que je rencontrais parfois chez les clients masculins qui supposaient que mon genre signifiait que je ne pouvais pas comprendre les structures financières complexes. Mademoiselle Moreau, dit-il en traversant la pièce pour me serrer la main. Merci de vous être rendu disponible dans un délai si court. J'espère n'avoir interrompu aucun projet important. Pas du tout, ai-je répondu en m'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir disposés autour de sa table de conférence. Jennifer a mentionné une opportunité d'acquisition. Quel est le calendrier? Charles a ouvert un dossier épais et a étalé plusieurs documents sur la table. 3 semaines, dit-il simplement. Il y a une entreprise manufacturière en Lorraine, Henderson Industriel, qui est en difficulté depuis le décès du propriétaire il y a 6 mois. La famille veut vendre rapidement, et ils examinent les offres de plusieurs acheteurs. J'ai parcouru les états financiers préliminaires qu'il m'a tendus, notant immédiatement pourquoi l'entreprise avait attiré son attention. Henderson Industriel fabriquait des composants pour les systèmes d'énergie renouvelable, exactement le genre d'entreprise durable que nous avions discuté comme une opportunité d'expansion stratégique. Les chiffres semblent prometteurs, dis-je après plusieurs minutes d'examen. Qu'est-ce qui motive ce calendrier serré? La concurrence, répondit Charles d'un air sombre. 2 de nos principaux concurrents soumettent également des offres, et l'un d'eux est prêt à payer bien au-dessus de la valeur marchande. Ils veulent les contrats clients et les capacités de fabrication d'Henderson, même si cela signifie surpayer pour l'acquisition. J'ai étudié l'analyse concurrentielle qu'il a fournie, reconnaissant immédiatement pourquoi Charles était préoccupé. Si l'une de ces entreprises acquérait Henderson Industriel, elles auraient accès à une technologie et à des contrats qui pourraient menacer la position de Chevalier Holdings sur plusieurs marchés clés. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une entreprise rentable, dis-je lentement. Il s'agit d'empêcher les concurrents d'acquérir des capacités qui pourraient nuire à votre position sur le marché. Exactement. Charles se pencha en avant, son expression intense. Henderson Industriel représente à la fois une opportunité et une menace. Si nous les acquérons, nous renforçons notre portefeuille d'activités durables et nous empêchons nos concurrents d'obtenir des avantages stratégiques. Si nous ne le faisons pas, nous risquons une concurrence accrue sur les marchés que nous dominons actuellement. J'ai passé l'heure suivante à examiner les projections financières, les analyses de marché et les évaluations stratégiques. L'acquisition était logique sous plusieurs angles, mais le prix serait un défi. Pour surenchérir sur leurs concurrents tout en maintenant la rentabilité, Chevalier Holdings devrait structurer l'offre de manière créative. Je peux avoir une stratégie d'acquisition préliminaire prête pour lundi, lui ai-je dit en concluant la réunion. Mais j'aurai besoin d'un accès à des informations financières plus détaillées sur Henderson Industriel, y compris leurs contrats et leurs capacités de production. Tout ce dont vous avez besoin, m'a assuré Charles.
Jennifer se coordonnera avec leur avocat pour vous obtenir une documentation complète. Alors que je rassemblais mes affaires et me préparais à partir, Charles m'a raccompagné jusqu'à la porte de son bureau. Mademoiselle Moreau, je veux que vous sachiez combien j'apprécie notre partenariat continu. Les changements stratégiques que vous avez recommandés il y a 8 mois ont dépassé nos projections les plus optimistes. Je suis heureuse d'apprendre que la mise en œuvre s'est bien déroulée, ai-je répondu diplomatiquement. Plus que bien. Nous avons une autre année la plus rentable de l'histoire de l'entreprise. Il a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin. J'espère que vous envisagerez d'étendre notre relation de conseil au-delà des projets individuels. Vous avez démontré une compréhension de notre entreprise que j'aimerais formaliser par un accord à plus long terme. L'offre était tentante d'un point de vue financier et professionnel. Chevalier Holdings était exactement le genre d'entreprise stable et axée sur la croissance avec laquelle j'aimais travailler, et Charles était le client rare qui mettait réellement en œuvre les recommandations sans d'interminables remises en question. Voyons comment se déroule l'acquisition d'Henderson, ai-je dit finalement. Si nous pouvons structurer cette transaction avec succès, je serais intéressé à discuter d'un partenariat plus complet. En rentrant chez moi sous la bruine de l'après-midi, je me suis surprise à penser à l'étrange ironie de ma situation. En 3 heures, j'avais discuté d'une acquisition de plusieurs millions d'euros avec l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la région, qui me traitait comme un partenaire stratégique de valeur et sollicitait mes conseils sur des décisions d'entreprise majeures. Ce soir, je recevrai probablement un texto d'Éléonore me demandant si je prévoyais d'assister à son déjeuner de demoiselle d'honneur, suivi d'une suggestion douce pour que j'essaie d'être plus sociable et moins intense en rencontrant ses futurs beaux-parents. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite lorsque ces deux mondes finiront par entrer en collision? Chapitre 8. L'acquisition d'Henderson Industriel a consumé les 3 semaines suivantes de ma vie de la manière la plus exaltante possible. Je me suis plongé dans la diligence raisonnable avec l'intensité qui avait fait mon succès, travaillant 16 heures par jour et survivant au café et au plat à emporter tout en construisant la stratégie d'acquisition la plus complète de ma carrière. Le défi n'était pas seulement de structurer une offre compétitive. Il s'agissait de créer une proposition qui plairait aux priorités émotionnelles de la famille Henderson tout en déjouant 2 concurrents bien financés qui étaient prêts à surpayer pour un avantage stratégique. Après des recherches approfondies sur la dynamique familiale, j'ai découvert que Henderson Industriel avait été fondé par le grand-père de Robert Henderson en 1952. 3 générations de la famille avaient travaillé dans l'entreprise, et la mort soudaine de Robert d'une crise cardiaque avait laissé sa veuve et ses 2 enfants adultes aux prises avec des opérations qu'ils ne comprenaient pas entièrement. L'idée clé est venue lors de ma 2e conversation téléphonique avec Rebecca Henderson, la fille de Robert, qui avait repris à contre-cœur les responsabilités administratives. Elle a mentionné presque nonchalamment que son père s'était toujours inquiété de ce qu'il adviendrait des employés de l'entreprise si l'affaire était vendue à une plus grande société. Papa disait toujours que les grandes entreprises voient les travailleurs comme des chiffres sur une feuille de calcul, m'a-t-elle dit. Il m'a fait promettre d'essayer de trouver un acheteur qui garderait le nom Henderson Industriel et maintiendrait notre programme d'avantages sociaux. Cette conversation a changé toute mon approche de l'acquisition. Au lieu de me concentrer uniquement sur les termes financiers, j'ai restructuré la proposition pour souligner l'engagement de Chevalier Holdings à maintenir Henderson Industriel comme une filiale indépendante, préservant à la fois le nom de l'entreprise et les avantages sociaux existants tout en offrant des opportunités de croissance et d'expansion. Charles a d'abord été sceptique lorsque j'ai présenté cette stratégie lors de notre réunion du vendredi après-midi. Nous acceptons essentiellement des contraintes que nos concurrents n'accepteront pas, a-t-il souligné, étudiant la proposition que j'avais esquissée. Cela pourrait nous désavantager s'ils offrent des prix d'achat plus élevés. Pas si la famille Henderson valorise l'héritage plus que le profit maximum, ai-je répondu, étalant mes recherches sur les priorités décisionnelles de la famille. Rebecca Henderson est la principale décideuse, et elle est motivée par le désir d'honorer les souhaits de son père plus que de maximiser son héritage. Notre proposition nous positionne comme l'acheteur qui préservera ce que Robert Henderson a construit plutôt que de le démanteler pour les pièces. Charles a examiné mon analyse pendant plusieurs minutes, puis a levé les yeux avec le genre d'expression que j'avais appris à reconnaître comme son visage de réflexion stratégique. Vous recommandez que nous concourions sur les valeurs plutôt que sur le prix, dit-il lentement. Je recommande que nous concourions sur la compréhension de ce que les vendeurs veulent réellement accomplir, ai-je corrigé. Rebecca Henderson a assez d'argent de l'assurance vie de son père pour vivre confortablement, quel que soit le prix de vente. Ce qu'elle n'a pas, c'est la tranquillité d'esprit de ne pas trahir son héritage. La stratégie a fonctionné mieux que je n'avais osé l'espérer.
Lorsque nous avons soumis notre proposition le mercredi suivant, Rebecca Henderson a appelé Charles personnellement dans les 24 heures pour fixer une réunion. Nos concurrents avaient soumis des offres plus élevées, mais Chevalier Holdings était le seul acheteur à avoir répondu aux préoccupations de la famille concernant la préservation de la culture d'entreprise et du bien-être des employés. La négociation finale a eu lieu un jeudi après-midi au siège de Henderson Industriel en Lorraine. J'ai accompagné Charles, officiellement en tant que sa conseillère financière, mais fonctionnant en réalité comme la principale stratège de toute l'acquisition. Rebecca Henderson s'est avérée être une femme au début de la quarantaine qui me rappelait moi-même à certains égards, intelligente, prudente avec les mots et clairement plus à l'aise pour discuter d'affaires que pour engager la conversation. Son frère Tom, qui avait hérité des compétences d'ingénieur de leur père, a participé aux discussions techniques tout en s'en remettant à Rebecca pour toutes les décisions financières et stratégiques. Votre proposition répond à des préoccupations que d'autres acheteurs n'ont même pas reconnues, a dit Rebecca alors que nous examinions les termes finaux. Papa aurait approuvé la manière dont vous avez structuré les protections des employés. Charles a mené la négociation avec la juste combinaison de respect et de professionnalisme, reconnaissant l'héritage de Robert Henderson tout en décrivant des plans spécifiques pour étendre les capacités de l'entreprise sous la direction de Chevalier Holdings. Je me suis trouvé sincèrement impressionné par sa présentation. Charles avait manifestement passé un temps considérable à comprendre les priorités de la famille Henderson, et son engagement à préserver la culture de l'entreprise semblait authentique plutôt que manipulateur. L'affaire a été conclue 2 semaines plus tard avec des poignées de main et des contrats signés qui ont fait de Henderson Industriel une filiale à 100% de Chevalier Holdings, opérant sous son nom d'origine avec des ressources étendues et des avantages sociaux préservés. Cette acquisition nous positionne parfaitement pour l'expansion du marché de l'énergie renouvelable, m'a dit Charles alors que nous célébrions avec du champagne dans son bureau. Les capacités de fabrication d'Henderson combinées à notre réseau de distribution devraient générer des bénéfices dépassant nos prévisions dans les 18 mois. J'ai levé mon verre, sincèrement satisfaite du résultat. À la pensée stratégique et à la compréhension de ce que les gens apprécient réellement. À la collaboration avec une consultante qui voit des opportunités que les autres manquent, a répondu Charles, et son ton portait une chaleur qui allait au-delà de l'appréciation professionnelle. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à combien ma vie avait changé en seulement 3 semaines. L'acquisition d'Henderson avait été le genre de projet complexe et à enjeux élevés qui me rappelait pourquoi j'aimais le travail de conseil. Plus important encore, cela avait démontré que mon partenariat avec Chevalier Holdings évoluait vers quelque chose de plus substantiel que la gestion de crises occasionnelles. Charles m'avait offert un contrat de consultant permanent pendant notre célébration, ainsi qu'une participation discrète dans l'acquisition d'Henderson. Les conditions financières étaient suffisamment généreuses pour assurer mon indépendance indéfiniment, tandis que la relation professionnelle offrait des opportunités de travailler sur le genre de projets stratégiques que je trouvais les plus stimulants. Ce qui rendait la situation particulièrement amusante, c'est qu'Éléonore avait passé les 3 mêmes semaines à obséder sur les arrangements de centre de table et les plans de salle. Complètement inconsciente que sa sœur socialement maladroite orchestrait la plus grande acquisition de l'empire commercial de son futur beau-père. Dans exactement 6 semaines, elle marcherait jusqu'à l'hôtel lors du mariage de la veille de Noël qu'elle avait si méticuleusement planifié. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la réception féerique de l'hiver inclurait une révélation surprise qui changerait tout. Chapitre 9. Novembre s'est fondu dans décembre avec l'énergie frénétique qui entoure toujours les grands événements familiaux. Les préparatifs du mariage d'Éléonore avaient atteint un crescendo d'activités impliquant des feuilles de calcul à code couleur, des consultations florales d'urgence et des appels téléphoniques quotidiens pour confirmer des détails déjà confirmés à plusieurs reprises. J'ai maintenu ma stratégie de disponibilité serviable combinée à une invisibilité stratégique, proposant de gérer la logistique qui pouvait être gérée à distance tout en évitant les événements qui nécessitaient une interaction sociale prolongée avec les familles élargies Moreau et Chevalier. Célia, tu es ridicule à propos du dîner de répétition, a dit Éléonore lors d'une de ses visites périodiques à mon appartement. C'est juste la famille et le cortège. Tu ne vas embarrasser personne. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je révisais la documentation finale pour un autre projet de Chevalier Holdings, une acquisition plus petite qui avait émergé comme une opportunité de suivi de l'affaire Henderson Industriel. Je ne crains pas d'embarrasser qui que ce soit, ai-je répondu honnêtement. Je n'apprécie tout simplement pas particulièrement les dîners de répétition. Éléonore s'est installée sur mon canapé avec le soupir dramatique qu'elle avait perfectionné pour les moments où les gens ne coopéraient pas avec ses plans. Maman pense que tu es antisocial exprès, a-t-elle dit en examinant sa manucure parfaite. Elle est convaincue que tu es déprimé à propos de quelque chose.
L'ironie était remarquable. J'étais probablement la moins déprimée que j'ai été depuis des années. Mon entreprise de conseil était florissante. Mon appartement me semblait être chez moi. Et j'avais développé une relation professionnelle qui me mettait au défi intellectuellement tout en me procurant une sécurité financière que je n'avais jamais imaginée possible. Je ne suis pas déprimé, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable pour accorder toute mon attention à Éléonore. Je suis juste occupé par le travail. Quel genre de travail te tient si occupé tout le temps, a-t-elle demandé, une curiosité sincère remplaçant son ton habituellement dédaigneux. Je veux dire, je sais que tu fais du conseil financier, mais on dirait que tu travailles toujours sur quelque chose d'urgent. Pendant un instant, j'ai envisagé de lui dire la vérité. Éléonore était ma sœur, et malgré nos différences, elle n'était pas malveillante. Les dynamiques familiales qui avaient façonné notre relation étaient plus grandes que nous deux individuellement. Mais j'avais appris au fil des ans qu'Éléonore traitait l'information à travers le prisme de sa propre expérience. Elle ne comprendrait pas que je préférais sincèrement travailler sur des problèmes financiers complexes plutôt que d'assister à des événements sociaux, elle supposerait que je cherchais des excuses ou que j'étais difficile. Je travaille sur plusieurs projets majeurs en ce moment, ai-je dit à la place. Le timing n'est pas idéal, mais les opportunités sont trop belles pour être reportées. Éléonore a étudié mon visage avec le genre d'attention qu'elle réservait habituellement aux détails de la planification du mariage. Tu sais, tu sembles différente ces derniers temps, a-t-elle dit lentement. Plus confiante, je suppose, comme si tu ne t'inquiétais pas constamment de ce que tout le monde pense. L'observation était étonnamment perspicace. Je me sentais différente au cours de l'année écoulée, plus à l'aise avec qui j'étais et moins préoccupée par le fait de correspondre aux attentes des autres. Peut-être que j'ai juste trouvé ma place, ai-je répondu. Eh bien, quoi que tu aies trouvé, ça marche pour toi, a dit Éléonore en se levant et en lissant son jean de créateur. Mais sérieusement, s'il te plaît, essaie de faire un effort au mariage. Les chevaliers sont importants pour l'avenir de Nicolas, et les premières impressions comptent. Après son départ, je suis retourné à mes examens de projet, mais ces mots me sont restés en tête. Éléonore avait raison de dire que je me sentais plus confiante ces derniers temps. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que ma confiance venait du fait de savoir exactement ce dont j'étais capable, plutôt que de me demander constamment si j'étais à la hauteur des normes des autres. L'acquisition d'Henderson Industriel avait été un tournant à plus d'un titre. Travailler directement avec Charles sur des négociations à enjeux élevés avait démontré que mes compétences allaient bien au-delà de la gestion de crise et de la restructuration financière. Je pouvais développer des stratégies complètes, gérer des relations complexes avec les parties prenantes et exécuter des transactions qui créaient de la valeur pour toutes les personnes impliquées. Plus important encore, Charles me traitait comme un véritable partenaire plutôt que comme une consultante engagée. Notre relation de travail avait évolué vers quelque chose qui approchait le respect mutuel et une vision partagée de la croissance stratégique. L'accord de consultant permanent que nous avions signé la semaine précédente reflétait cette évolution. Au lieu de missions ponctuelles, je fonctionnais désormais comme la conseillère stratégique de Chevalier Holdings, avec une participation au capital dans les grandes transactions. L'arrangement financier était suffisamment généreux pour que je puisse me permettre d'être sélective quant aux clients supplémentaires, me concentrant sur des projets qui m'intéressaient plutôt que d'accepter chaque opportunité pour la sécurité des revenus. Le jeudi après-midi a apporté un appel téléphonique qui m'a rappelé à quel point ma vie professionnelle avait changé. Célia, c'est Charles. Avez-vous le temps pour une brève conversation sur l'opportunité Morrison Industries ? Morrison Industries était une société d'énergie renouvelable basée en Occitanie qui avait approché Chevalier Holdings au sujet d'une fusion potentielle. La discussion préliminaire suggérait une structure de transaction qui pourrait doubler notre portefeuille d'énergie durable tout en fournissant à Morrison les ressources en capital dont ils avaient besoin pour leur expansion. J'ai examiné leurs états financiers ce matin, lui ai-je dit. L'opportunité semble prometteuse, mais leur structure de dette est plus complexe que celle d'Henderson Industriel. Nous devrons être créatifs sur les termes de la fusion. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez, a répondu Charles, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le PDG de Morrison vient ici la semaine prochaine pour des négociations préliminaires. J'aimerais que vous meniez les discussions financières. Mener les négociations plutôt que de fournir une analyse de fond représentait une autre évolution dans notre relation de travail. Charles me confiait des responsabilités de plus en plus visibles, ce qui suggérait qu'il appréciait mon jugement au-delà de l'expertise technique. Je préparerai une analyse complète et une proposition de structure de fusion d'ici mardi,
les jeux assurés. Parfait. Et Célia, je veux que vous sachiez combien j'apprécie d'avoir un partenaire stratégique en qui je peux avoir une confiance totale. Cela fait une énorme différence dans l'agressivité avec laquelle nous pouvons poursuivre ces opportunités. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, réfléchissant au chemin qui m'avait mené à ce point. Il y a 18 mois, j'étais la déception familiale qui ne pouvait pas gérer les interactions sociales normales. Aujourd'hui, j'étais un partenaire stratégique dans l'une des entreprises les plus prospères de la région, menant des négociations qui façonneraient notre expansion sur les marchés émergents. Ce qui rendait la situation particulièrement satisfaisante, c'est que mon succès n'avait rien à voir avec le fait de changer qui j'étais pour correspondre aux attentes des autres. J'avais réussi en exploitant mes capacités analytiques naturelles et mes compétences en réflexion stratégique, en travaillant dans des environnements qui valorisaient les résultats plutôt que la performance sociale. Dans 2 semaines, Éléonore se marierait dans la famille dont j'avais aidé à sauver et à construire l'empire commercial. Le mariage serait tout ce dont elle avait rêvé, élégant, parfaitement coordonné et fréquenté par le genre de personnes qui comptaient dans leur monde social. Et quelque part pendant cette célébration magique de la veille de Noël, ils allaient découvrir exactement qui j'étais vraiment. Chapitre 10. La semaine précédant le mariage d'Éléonore s'est déroulée dans un tourbillon de derniers préparatifs, d'arrivées familiales et d'événements soigneusement orchestrés, conçus pour mettre en valeur l'union parfaite de 2 familles éminentes. J'ai maintenu ma stratégie habituelle d'efficacité serviable combinée à un minimalisme social, gérant la logistique et restant largement invisible lors des rassemblements qui nécessitaient une interaction prolongée avec les invités. Le lundi a eu lieu le déjeuner des demoiselles d'honneur d'Éléonore, auquel j'ai assisté malgré mon aversion générale pour les événements centrés sur le lien entre demoiselles d'honneur. Le restaurant était l'un de ces endroits spécialisés dans les salades élaborées et les cocktails au champagne, décorés pour l'occasion avec des roses blanches et des rubans dorés assortis au thème de couleur du mariage d'Éléonore. Je me suis retrouvé assise entre la sœur de Nicolas, Amanda, et la colocataire d'université d'Éléonore, Sarah, qui semblaient toutes deux sincèrement agréables mais occupaient des univers sociaux entièrement différents du mien. Amanda travaillait dans le marketing de la mode et parlait avec enthousiasme des prochains défilés, tandis que Sarah revenait récemment de vacances en Europe qui fournissait un matériel infini pour des anecdotes dignes d'Instagram. « Célia, Éléonore me dit que tu travailles dans la finance », a dit Amanda pendant l'entrée. « Ça doit être fascinant. » L'intérêt poli dans sa voix suggérait qu'elle faisait la conversation plutôt qu'elle n'exprimait une véritable curiosité, mais j'ai apprécié l'effort. « Ça peut l'être », ai-je répondu diplomatiquement. Je travaille principalement dans le conseil stratégique et la restructuration d'entreprises. Comme aider les entreprises quand elles ont des problèmes, a demandé Sarah, s'interrompant dans sa description d'une cathédrale à Barcelone. Parfois. Le plus souvent, il s'agit d'identifier des opportunités de croissance et d'expansion. La conversation s'est ensuite orientée vers des sujets plus sûrs comme la planification du mariage et les traditions de vacances, me permettant de me retirer dans mon rôle préféré d'observatrice intéressée. J'ai regardé Éléonore tenir la vedette en bout de table, rayonnante de bonheur et complètement dans son élément en tant que centre d'attention. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la naturalité avec laquelle elle supposait que tout le monde partageait son enthousiasme pour les détails du mariage et les traditions romantiques. Éléonore ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi quelqu'un pourrait préférer discuter d'analyse de marché plutôt que d'arrangements floraux, mais elle n'était pas délibérément dédaigneuse à ce sujet. Elle partait simplement du principe que ses priorités étaient universelles. Le mardi soir a eu lieu le dîner de répétition formel au club de golf, un événement que je ne pouvais éviter malgré ma préférence générale pour les petits rassemblements. La salle à manger privée du club avait été décorée pour compléter le thème de féerie hivernale du mariage, avec du linge de table argenté et blanc, des chandeliers en cristal et des centres de table qui parvenaient à être à la fois élégants et festifs. Je suis arrivé pile à l'heure, vêtu d'une robe bleu marine que maman avait jugée appropriée mais pas trop voyante, et j'ai trouvé ma place assignée à une table avec divers membres de la famille élargie et des amis de la famille. Le plan de table avait clairement été conçu pour me séparer de la table d'honneur où Éléonore, Nicolas et les 2 couples de parents tiendraient la vedette. Charles et Marguerite Chevalier étaient exactement tels que je me les rappelais de la fête de fiançailles d'Éléonore, soignés, confiants et parfaitement à l'aise dans les situations sociales qui nécessitaient une conversation gracieuse avec des parents éloignés. Charles portait un costume sombre parfaitement taillé, tandis que Marguerite avait choisi une robe bordeaux sophistiquée qui complétait magnifiquement ses cheveux argentés. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de les observer interagir avec mes parents. Papa admirait clairement le sens des affaires de Charles et posait des questions éclairées sur les conditions du marché et les tendances de l'industrie.
Maman semblait sincèrement charmée par le mélange de chaleur et de sophistication de Marguerite, discutant avec enthousiasme de leur implication commune dans diverses organisations caritatives. La soirée s'est déroulée exactement comme ces événements le font toujours, plusieurs toasts, des discours soigneusement coordonnés et le genre de socialisation confortable qui venait naturellement à tout le monde sauf à moi. J'ai réussi à donner des réponses appropriées aux conversations du dîner tout en révisant mentalement l'analyse de la fusion de Morrison Industries que je présenterai la semaine suivante. Célia semble bien aller, ai-je entendu Marguerite commenter à ma mère lors d'une brève accalmie dans la conversation. Éléonore a mentionné qu'elle avait emménagé dans son propre appartement. Oui, elle a trouvé un charmant appartement en centre-ville, a répondu maman, et je pouvais entendre le soulagement subtil dans sa voix. Ça lui a fait du bien d'avoir plus d'indépendance. Le sous-entendu était clair, mon déménagement avait été bon pour tout le monde, réduisant le rappel quotidien de mon échec à m'intégrer de manière transparente dans la dynamique sociale familiale. Le père de Nicolas a prononcé un bref discours pour accueillir Éléonore dans leur famille, soulignant les valeurs et les traditions qui seraient désormais partagées entre les Moreau et les Chevalier. Il a parlé avec éloquence de l'importance du partenariat, du respect mutuel et de la construction de quelque chose de plus fort ensemble que ce que chaque famille pourrait accomplir seule. À Éléonore et Nicolas, a conclu Charles en levant son verre de champagne. Que votre mariage soit le fondement d'une vie d'aventure partagée et de succès mutuel. Tout le monde a levé son verre et a bu au bonheur futur du couple. Je me suis senti sincèrement ému par la chaleur et la sincérité du toast, même si je me demandais ce que Charles penserait s'il savait que la sœur de sa belle-fille jouait déjà un rôle important dans les aventures commerciales de sa famille. Le mercredi s'est déroulé tranquillement avec les derniers préparatifs et un dîner de famille qui semblait détendu par rapport aux événements formels des jours précédents. Éléonore paraissait plus calme maintenant que les grandes fêtes étaient terminées, bien qu'elle ait maintenu ses listes de préparation détaillées et continué à vérifier divers arrangements avec l'intensité de quelqu'un gérant une fusion d'entreprise. Tout va être parfait, a-t-elle dit alors que nous étions assises dans la cuisine après le dîner, révisant son programme pour le lendemain. Les prévisions météo sont idéales. Les fleurs sont exactement ce que je voulais, et Marguerite dit que le domaine n'a jamais été aussi beau. On dirait que ce sera exactement le mariage dont tu as toujours rêvé, ai-je dit, sincèrement. Éléonore m'a regardé avec une expression que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. Je suis contente que tu sois là, a-t-elle dit doucement. Je sais que les événements familiaux ne sont pas vraiment ton truc, mais ça compte beaucoup pour moi que tu fasses l'effort. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité à propos du secret que je gardais. Éléonore méritait de savoir que sa sœur socialement maladroite était en fait une partenaire commerciale prospère de ses futurs beaux-parents. Mais demain n'était pas le bon moment pour des révélations qui pourraient éclipser sa journée parfaite. Je ne manquerais ça pour rien au monde, l'ai-je assuré. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à l'étrange ironie de ma situation. Demain, j'assisterai au mariage d'Éléonore en tant que membre de la famille qui ne s'intégrait pas tout à fait, la regardant épouser un membre d'une famille dont j'avais aidé à concevoir le succès commercial depuis l'ombre. Dans moins de 24 heures, cette séparation soigneusement entretenue entre mes deux mondes était sur le point de prendre fin de la manière la plus inattendue possible. Chapitre 11. La veille de Noël s'est levée avec exactement le genre de chute de neige parfaite dont Éléonore avait rêvé pour son mariage d'hiver. Je me suis réveillé tôt dans mon appartement, prévoyant un temps supplémentaire pour le trajet jusqu'au domaine des Chevaliers et le long processus de préparation que les événements familiaux formels exigent toujours. Ma robe était prête dans mon placard, une soie bleu nuit que maman m'avait aidé à choisir lors d'une de nos rares expéditions shopping réussies. La couleur était suffisamment sophistiquée pour un mariage en soirée tout en restant assez discrète pour ne pas attirer l'attention au détriment de la mariée. À midi, j'étais habillé et je conduisais sous une légère neige vers le domaine des Chevaliers, situé sur plusieurs centaines d'hectares de campagne immaculée à environ 30 minutes de la ville. J'avais vu des photos de la propriété dans diverses publications mondaines, mais la découvrir en personne était vraiment impressionnant. La maison principale était un manoir de style géorgien classique qui avait été magnifiquement entretenu et modernisé avec goût au fil des décennies. Aujourd'hui, elle était décorée pour Noël avec une élégance discrète, des guirlandes de sapin sur les colonnes, des lumières blanches soulignant la ligne de toit et d'énormes couronnes flanquant l'entrée principale. L'effet était magique sans être ostentatoire. Les invités du mariage commençaient à arriver alors que je me garais dans la zone de stationnement désignée, guidé par des voituriers en uniforme qui géraient le flux de circulation avec une précision militaire. J'ai reconnu plusieurs visages de divers événements mondains auxquels j'avais assisté avec ma famille au fil des ans,
ainsi que de nombreuses personnes que je ne connaissais pas et qui représentaient vraisemblablement la famille élargie de Nicolas et le cercle social des chevaliers. La cérémonie était prévue à 16 heures dans la véranda du domaine, qui avait été transformé en un pays des merveilles hivernales avec des fleurs blanches, des rubans argentés et suffisamment de bougies pour créer une atmosphère véritablement romantique. J'ai trouvé ma place assignée plusieurs rangs derrière l'autel, positionné avec d'autres membres de la famille élargie et des amis de la famille. Éléonore était absolument radieuse lorsqu'elle a remonté l'allée au bras de papa. Sa robe était un chef-d'œuvre d'élégance discrète, des lignes classiques, des perles délicates et une traîne cathédrale qui parvenait à être à la fois intemporelle et tout à fait moderne. Le visage de Nicolas en la voyant approcher était exactement ce que chaque marié espère voir, une adoration complète mêlée à une joie immense. La cérémonie elle-même était belle et heureusement brève, avec des vœux et des lectures traditionnelles qui semblaient sincères plutôt que performatifs. Lorsque le prêtre les a déclarés mari et femme, le bonheur sincère qui émanait des deux familles était suffisamment contagieux pour émouvoir même les observateurs les plus cyniques. Le cocktail a suivi dans le grand salon de la maison principale, où les invités se sont mêlés pendant que les mariés posaient pour des photos à divers endroits du domaine. Je me suis posté près de l'une des hautes fenêtres donnant sur les jardins, satisfaite d'observer les dynamiques sociales tout en évitant les conversations prolongées avec des parents que je ne voyais que lors des grands événements familiaux. La réception a commencé à 19 heures dans une salle de bal magnifiquement décorée qui avait été conçue spécifiquement pour les réceptions. Des tables rondes habillées de nappes blanches et de sous-assiettes argentées entouraient une piste de danse, tandis que les murs étaient bordés de sapins décorés de milliers de lumières blanches. L'effet était à la fois festif et sophistiqué. J'ai trouvé ma table, positionnée comme prévu à une distance appropriée de la table d'honneur où Éléonore et Nicolas s'assieraient avec leurs parents et les membres du cortège. Mes compagnons de dîner comprenaient plusieurs associés de Nicolas et leurs épouses, ainsi que quelques amis de la famille qui semblaient assez agréables pour les exigences de la soirée. Charles Chevalier s'est levé pour porter un toast alors que le dîner était servi, et ces mots ont capturé exactement le genre de chaleur et de sincérité qui m'avait impressionné lors de nos réunions d'affaires. « Éléonore, a-t-il dit en levant son verre de champagne, tu as apporté joie et rire à notre famille dès l'instant où Nicolas a prononcé ton nom pour la première fois. Ce soir, nous t'accueillons officiellement comme notre fille et nous ne pourrions être plus ravis de t'avoir dans la famille Chevalier. » Les applaudissements étaient sincères et prolongés. Éléonore était absolument lumineuse en acceptant l'étreinte de Marguerite et le baiser de Charles sur sa joue. « Et à Nicolas, a poursuivi Charles, ta mère et moi sommes fiers de l'homme que tu es devenu et nous sommes impatients de voir l'avenir que toi et Éléonore construirez ensemble. Que votre mariage soit rempli du même bonheur et du même partenariat qui ont béni notre famille depuis tant d'années. » Plus d'applaudissements. Nicolas s'est levé pour remercier les deux familles de leur soutien et de leur amour. Alors que le dîner se déroulait sur plusieurs plats accompagnés de vins soigneusement sélectionnés, je me suis surprise à me détendre au rythme de la soirée. La conversation à ma table était intelligemment générale, discussion sur les traditions de vacances, les projets de voyage et les événements actuels, évitant les sujets controversés tout en restant suffisamment engageante pour prévenir les silences gênants. C'est pendant le service du dessert que tout a changé. Marguerite Chevalier circulait entre les tables, remerciant gracieusement les invités d'être venus et partageant de brèves conversations qui faisaient que tout le monde se sentait apprécié. Lorsqu'elle a atteint notre table, elle a salué les associés de Nicolas avec la chaleur de quelqu'un qui les avait rencontrés à plusieurs reprises lors de divers événements d'entreprise. « Monsieur Anderson », a-t-elle dit à l'homme assis en face de moi, « j'espère que vous appréciez la soirée. Charles a mentionné que vous avez été particulièrement utile sur le projet d'acquisition d'Henderson. Ce fut un plaisir de travailler sur une transaction aussi réussie, a répondu Anderson. Votre conseillère stratégique sait certainement comment structurer des acquisitions complexes. Le sourire de Marguerite s'est élargi avec une fierté évidente. Nous avons eu une chance extrême de trouver une expertise de conseil aussi exceptionnelle. Mademoiselle Moreau a été inestimable dans le développement de notre stratégie d'expansion. Les mots ont flotté dans l'air pendant ce qui a semblé être plusieurs minutes, mais n'était probablement que quelques secondes. Le regard de Marguerite est passé d'Anderson à moi, et j'ai vu son visage changer alors que la reconnaissance se faisait jour. Mademoiselle Moreau, a-t-elle répété lentement, sa voix à peine audible par-dessus la conversation ambiante et la musique de jazz douce. J'ai soutenu son regard, offrant un léger sourire qui reconnaissait ce qui venait de se passer sans drame ni explication. « Bonsoir, Madame Chevalier, dis-je doucement. Félicitations pour ce magnifique mariage. » Marguerite m'a fixé un instant de plus,
son masque social composé se fissurant juste assez pour révéler une confusion sincère et une compréhension naissante. « Excusez-moi » a-t-elle dit faiblement, se détournant de notre table et se dirigeant rapidement vers l'endroit où Charles se tenait près de la table d'honneur. Je l'ai regardé s'approcher de son mari, lui parlant doucement mais avec urgence à l'oreille. Le visage de Charles a traversé plusieurs expressions alors qu'il traitait ce qu'elle lui disait, confusion, surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la compréhension mêlée d'incrédulité. Tous deux se sont tournés pour regarder dans ma direction. Les yeux de Charles ont rencontré les miens à travers la salle de bal bondée, et à cet instant, la séparation soigneusement entretenue entre mes deux mondes a disparu pour toujours. La révélation que j'anticipais depuis des mois se produisait enfin, mais pas du tout de la manière dont je l'avais imaginé. Chapitre 12. Les minutes suivantes se sont écoulées dans une étrange suspension du temps. Charles et Marguerite se tenaient ensemble près de la table d'honneur, parlant à voix basse mais de manière animée, tout en jetant occasionnellement un coup d'œil dans ma direction. Les autres invités continuaient à manger leur dessert et à discuter de leurs projets de vacances, complètement inconscients de la révélation qui se déroulait et qui allait tout changer. Je suis resté calme, finissant mon champagne et répondant de manière appropriée à la conversation de table tout en me préparant intérieurement à la confrontation qui allait se produire. L'anticipation que j'avais portée pendant des mois se résolvait enfin, et je me sentais étonnamment en paix avec cela. Charles s'est excusé de la conversation qu'il avait avec papa et a traversé la salle de bal d'un pas décidé vers ma table. Marguerite le suivait à quelques pas, son expression sociale composée fermement en place, mais ses yeux reflétant toujours le choc de la découverte. « Mademoiselle Moreau » a dit Charles en s'approchant, sa voix soigneusement contrôlée. « Pourrions-nous avoir un bref mot en privé ?»« Bien sûr » ai-je répondu en me levant et en lissant ma robe. « Je reviens dans un instant » ai-je dit à mes compagnons de dîner, qui ont hoché la tête poliment sans aucune indication qu'ils sentaient les courants sous-jacents de ce qui se passait. Charles et Marguerite m'ont conduite par l'entrée latérale de la salle de bal dans un petit salon qui avait été décoré pour Noël, mais qui était resté vide pendant la réception. Marguerite a fermé la porte derrière nous, et pendant un instant, nous sommes restés tous les trois en silence. « Vous êtes la sœur d'Éléonore » a finalement dit Marguerite, sa voix portant une note de stupéfaction. « C'est exact » ai-je simplement confirmé. Charles a passé la main dans ses cheveux, un geste qui suggérait qu'il avait du mal à réconcilier des informations contradictoires. La consultante qui a sauvé notre entreprise, a-t-il dit lentement, qui a structuré l'acquisition d'Henderson, qui a développé toute notre stratégie d'expansion, est la sœur d'Éléonore. La sœur qui Point est trop maladroite socialement pour le dîner de Noël en famille, ai-je terminé pour lui. Oui. Marguerite s'est affaissée dans l'un des fauteuils anciens de la pièce, me regardant comme si j'étais une énigme qu'elle ne pouvait pas résoudre. « Mais vous êtes brillante » a-t-elle dit, semblant parler sans y penser consciemment. L'analyse financière que vous avez fournie, les recommandations stratégiques, la manière dont vous avez géré les négociations Henderson. Cela exigeait une expertise et une sophistication extraordinaires. En effet, ai-je convenu, d'un ton factuel. Charles a commencé à faire les 100 pas entre les fenêtres et la cheminée, essayant clairement de traiter des informations qui contredisaient tout ce qu'il pensait savoir sur nos identités respectives. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit » a-t-il demandé. « Quand vos parents vous ont décrite comme point embarrassante, socialement inepte, susceptible de mettre les autres invités mal à l'aise, ai-je fourni. Parce qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Je suis maladroite lors des dîners et des événements caritatifs. Je pose des questions qui mettent les gens mal à l'aise. Je ne suis pas particulièrement doué pour la conversation de salon ou la performance sociale. » Marguerite a levé les yeux de son fauteuil avec une expression de réalisation naissante. « Mais ce n'est pas la même chose que d'être incompétente, » a-t-elle dit doucement. « Non, ce n'est pas le cas. Mais pendant la majeure partie de ma vie, ma famille a traité la maladresse sociale et la compétence professionnelle comme des choses mutuellement exclusives. Je me suis approché de la cheminée où des photos de famille remontant à plusieurs générations créaient une chronologie visuelle de l'histoire de la famille Chevalier. « Vos parents n'ont aucune idée » a dit Charles, et ce n'était pas une question. Absolument aucune. Ils savent que je fais du conseil financier, mais ils supposent que c'est un travail à petite échelle qui paie convenablement, mais qui n'est pas particulièrement significatif. Ils n'ont jamais demandé de détails sur mes clients ou mes projets. Marguerite s'est levée soudainement, commençant à faire les 100 pas d'une manière qui reflétait celle de son mari. « C'est extraordinaire » a-t-elle dit, s'adressant plus à elle-même qu'à nous.
Tous ces mois où nous avons travaillé avec cette brillante consultante stratégique, louant ses idées et dépendant de son expertise, et elle était assise juste ici, dans notre famille élargie. L'ironie ne m'a pas échappé, ai-je admis avec un léger sourire. Charles a cessé de faire les 100 pas et s'est tourné pour me faire face directement. Vous auriez pu nous le dire il y a des mois. Vous auriez pu révéler le lien et transformer la façon dont votre famille vous voit. Pourquoi maintenir la séparation? La question que j'attendais, et à laquelle je m'étais répondu à de nombreuses reprises au cours de l'année écoulée. Parce que je voulais savoir si je pouvais réussir entièrement par mes propres mérites, ai-je dit simplement. Je voulais construire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les relations familiales, la performance sociale ou le fait de correspondre aux attentes de quiconque sur qui je devrais être. Marguerite et Charles ont échangé un regard qui suggérait qu'ils commençaient à comprendre toute l'étendue de ce que j'avais accompli. Vous avez sauvé notre entreprise, a dit Charles doucement. Pas en tant que sœur d'Éléonore ou en tant que personne ayant des relations familiales, mais en tant que partenaire stratégique qui a vu des opportunités et des solutions que d'autres ont manqué. C'est exact, ai-je confirmé. Marguerite s'est approchée de la fenêtre donnant sur les jardins du domaine, où la neige continuait de tomber doucement sur les terrains parfaitement entretenus. Vos parents, a-t-elle dit sans se retourner, n'ont aucune idée de ce qu'ils ont négligé, n'est-ce pas? Non, ai-je dit simplement, ils n'en ont aucune idée. Charles s'est raclé la gorge, et quand je l'ai regardé, son expression était passée de la confusion à quelque chose qui approchait le respect mêlé d'émerveillement. La réception de mariage d'Éléonore n'est probablement pas le lieu approprié pour cette conversation, a-t-il dit formellement. Mais je veux que vous sachiez que la découverte de ce lien ne change pas mon évaluation de vos capacités professionnelles. Si quoi que ce soit, cela augmente mon respect pour ce que vous avez accompli. J'apprécie cela, ai-je répondu sincèrement. Marguerite s'est retournée de la fenêtre, son calme social entièrement restauré, mais ses yeux brillant toujours des implications de ce qu'elle avait appris. Nous devrions retourner à la réception, a-t-elle dit de manière pratique. Les gens remarqueront si nous sommes partis trop longtemps. Alors que nous nous préparions à quitter le salon, Charles a fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Mademoiselle Moreau. Célia, a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois dans notre relation d'affaires. J'espère que cette révélation pourra rester privée jusqu'à ce que vous décidiez comment vous voulez la gérer avec votre famille. Merci, ai-je dit, sincèrement reconnaissante de sa discrétion. En retournant vers la salle de bal, j'ai senti le poids de moi de secret se lever de mes épaules. La séparation soigneusement entretenue entre mes deux mondes avait pris fin, mais pas dans la confrontation dramatique que j'avais parfois imaginée. Au lieu de cela s'était produit tranquillement, avec la dignité intacte et le respect préservé de toutes parts. La célébration du mariage d'Éléonore a continué autour de nous alors que nous retournions à nos places respectives. Les mariés dansaient sur leurs chansons choisies tandis que les invités regardaient avec le genre d'appréciation sentimentale qui rend les réceptions de mariage mémorables. Mais tout avait changé. Charles et Marguerite savaient maintenant que le membre de la famille qu'ils avaient considéré comme trop embarrassant pour le dîner de Noël était en réalité le partenaire stratégique qui avait bâti leur empire commercial. Et je savais enfin que mon succès n'avait pas nécessité de changer qui j'étais. Il avait simplement fallu trouver des gens qui appréciaient ce que je pouvais réellement accomplir. La petite sœur, qui avait toujours été l'exception dans sa propre famille, avait découvert quelle était exactement qui elle était censée être.